si vous voulez bien, et d'être 4 par table, parce que je vais avoir une gestion du temps par multiple de 4 pour arriver à l'heure. Donc je vais vous demander de ne pas être plus de 4 par table. Vous pouvez être 3, vous pouvez être 2, mais pas plus de 4. Merci, et merci d'avoir accepté. C'est le jour soleil. C'est ça. Lille. Evelyne. C'est un peu général, parce qu'il y a la distribution, il y a l'entretien du réseau. C'est un fonctionnement personnel, entretien. Ah ouais. Donc, je vais vous demander à la première table volontaire de me donner une idée, pas plusieurs, hein, parce que la première table ne pique pas la copie de toutes les autres tables. Hein. Donc, un point d'accord en réponse à la question « Quand je paye l'eau, je paye quoi ?» Un point d'accord et un désaccord entre vous, s'il y en a un, ou une question ou un doute. Si il n'y a pas de désaccord, et pas de doute et pas de question, on s'en tient à une chose que vous estimez payer quand vous payez l'eau. En France, l'eau et le petit cycle de l'eau est intégralement financé par la facture acquittée, soit au travers des charges locatives de copropriété, soit au travers de sa facture individuelle d'abonné. Veolia et consorts vont dire des clients, nous on va dire des usagers, et ce soir on s'entendra sur le fait que, pour mettre tout le monde d'accord, si tant est qu'il faille vous mettre d'accord entre vous, qu'on parlera des abonnés ou des usagers. Du coup, oui, en l'état actuel, il y a des abonnements qui sont payés par des usagers. Alors, ce n'est pas obligatoire. Le Code général des collectivités territoriales dit qu'il peut y avoir des abonnements et des parts fixes. Il n'est pas écrit dans la loi française actuelle qu'il doit y avoir des abonnements et des parts fixes. Donc, cela veut dire, et certaines collectivités le savent et l'appliquent, que l'on pourrait très bien facturer l'ensemble des usagers à proportion de leur consommation et sans abonnement et part fixe. La loi le permet. Donc, sachez que c'est un choix de votre collectivité responsable, en partenariat avec l'opérateur, qu'il soit public ou qu'il soit privé, que de dire qu'il y a un abonnement et une part fixe ou qu'il n'y en a pas. Moi, je défends, et je ne dois pas être le seul dans nos rangs, l'idée qu'au domicile principal, si on dit que l'eau est l'égale de l'air et du rayon de soleil, et que c'est un commun indispensable à la vie, alors, au domicile principal, pour que les gens aient accès à l'eau pour être vivants et en bonne santé, il faut abolir les parts fixes. C'est pour ça que vous trouvez dans le programme L'Avenir en commun la gratuité des compteurs et des mètres cubes vitaux, et pas seulement des mètres cubes vitaux comme il y a dans le résumé qui est sur votre table. Parce que ce serait quand même fort de café de prétendre que nous, dans le processus de la Constituante pour passer à la 6e République, ou en attendant dans une loi de portée constitutionnelle, on dirait le droit à l'eau est dans la Constitution et parce que l'eau est un bien commun de l'humanité et que l'eau doit être d'aucune manière soumise à des conventions marchandes, et puis 5 minutes plus tard, pour que la première goutte arrive, dans la cuisine et la salle de bain, il faille acquitter 30 € quand ce n'est pas 90 € de part fixe, alors même qu'on n'ouvre pas le robinet. Je ne vous raconte pas la facture pour les personnes âgées isolées ou pour les jeunes qui partent dans la vie et à qui on vient expliquer que quoi qu'il arrive, ils ont
de dépenses obligatoires d'eau alors qu'ils n'ouvrent pas le robinet ou qu'ils font attention pour ne pas gaspiller. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes à la retraite qui ont des factures où le mètre cube est à 12 € quand les industriels ont des mètres cubes à 50 centimes. Hein? À cause de quoi? De la part fixe, d'une part, et puis du fait que les gros consommateurs ont des ristournes et des remises parce que c'est autorisé par la loi. La loi autorise aussi l'inverse, c'est que plus on consomme, plus c'est cher. Mais le modèle qui est encore dominant, c'est quand même que plus tu consommes, moins c'est cher. Donc du coup, c'est presque qu'on te finance pour que tu laisses le robinet ouvert. Hein? Donc ça pose quand même un peu question. Voilà pourquoi vous avez raison de dire que l'on paye des choses qui ont un rapport avec la distribution et avec la consommation, mais attention, d'un territoire à l'autre, comme c'est du ressort non pas de la loi, mais du ressort de la collectivité responsable et de ce qu'elle définit et de ce qu'elle attend de son opérateur, qu'il soit public ou qu'il soit privé, on se retrouve avec des situations d'inégalité. Nous défendons l'idée que l'eau vitale soit accessible gratuitement quand les usages de confort, les usages de luxe soient renchéris, c'est-à-dire un peu plus cher. Je rappelle que l'eau qui concourt à un chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'eau de l'activité économique, eh bien, certes, est payée par les abonnés professionnels, mais ils peuvent la déduire de l'impôt, du calcul de l'impôt sur les sociétés. Alors que vous, l'eau, dans la cuisine et la salle de bain, même le professionnel, quand il rentre chez lui, pour pas crever de soif, être en bonne santé et nettoyer son environnement, si tant est qu'il n'ait pas accès à l'eau de pluie pour les usages qui ne sont pas les usages de la consommation domestique, eh bien, là, on ne nous déduit rien de nos impôts, ni de la taxe d'habitation, ni de l'impôt sur le revenu pour être vivant dans 3 jours. Donc c'est un paradoxe que nous voulons régler. Nous, dans le cadre de la stratégie de l'Union populaire, c'est de dire, attendez, ce n'est pas possible. Il y en a qui font de l'argent avec de l'eau qu'ils captent soit sur le réseau d'eau potable, soit directement dans la nature, et qui, eux, peuvent déduire des impôts, et le reste de l'humanité, pour être en vie et en bonne santé, de payer de plus en plus cher. C'est quand même un problème. Voilà pourquoi nous entendons non seulement dire que l'eau doit être retirée de toute convention marchande, ça va poser le débat du point d'atterrissage avec les vendeurs d'eau en bouteille, mais ça va aussi régler une question, c'est que on ne pourra plus faire du profit avec un bien commun indispensable à la vie. Donc, la gratuité des compteurs et des mètres cubes vitaux et une gestion collégiale entre les usagers, je vous l'ai dit, les élus locaux et les salariés, dans le cadre d'une co-gestion publique de l'eau. Et donc, on va devoir construire la législation qui va accompagner vers la sortie quoi? Finalement, les 6300 contrats dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les minoritaires. Ils ont certes beaucoup de chiffre d'affaires parce qu'ils ont 60% des habitants et des usagers, mais en nombre de services, je vous ai dit tout à l'heure que le modèle dominant français, c'était le savoir-faire des régies publiques. Donc on ne va pas avoir peur de faire ce que finalement les 3/4 de la France font, c'est-à-dire vous distribuer de l'eau avec suffisamment de pression dans le robinet et de la qualité, parce que vous me trouverez toujours une exception pour confirmer la règle. Merde quoi, les régies ne sont pas en train de distribuer de la merde au robinet quoi. Donc il y a donc un savoir-faire. On en parle bien moins qu'on ne parle de Veolia ou de Suez dans ce pays. C'est quand même ça le paradoxe. Bon, donc j'insiste un peu, je force un peu, mais aussi pour vous décomplexer, relever la tête. Et si vous êtes comme nous, partisans, je ne vous demande pas d'être forcément d'accord, mais si par hasard vous étiez d'accord, je vous demande de sortir de vos têtes le fait que Veolia et Suez serait le modèle dominant, et que non, le modèle dominant, c'est les 24 000 services d'eau et d'assainissement en France qui n'ont pas besoin du directeur régional de Suez ou de Veolia, qui n'ont pas besoin des commerciaux, qui n'ont pas besoin des directeurs financiers obsédés par le rendement du contrat de délégation de Suez ou de Veolia pour tenir les objectifs, vous les avez cités, de ce qu'attendent les actionnaires au nom d'une politique commerciale d'une entreprise privée. Donc, le petit cycle de l'eau, du captage au retour dans la nature, c'est de la compétence de ce qu'on va appeler le bloc communal.
les autorités organisatrices, les collectivités ont la responsabilité du captage, du transport, de la distribution, de l'assainissement et du rejet dans la nature. L'État a une responsabilité qui est la qualité sanitaire de l'eau au travers du travail d'investigation, de contrôle et de protection par l'Agence régionale de santé. À ce titre, le préfet étant l'État local, il a une responsabilité, mais celui qui a la responsabilité de première ligne, c'est le maire dans sa fonction de représentant de l'État et pas dans sa fonction de président du conseil municipal. Ce qui veut donc dire que quand la compétence de l'eau et de l'assainissement est de compétence syndicale ou communautaire, le maire n'est pas pour autant déresponsabilisé de son obligation vis-à-vis de l'usager de lui desservir une eau de qualité parce qu'il y est au titre de cette responsabilité de représentant de l'État et pas représentant de la commune, puisque en l'occurrence la commune n'ayant plus compétence, puisque ce serait dans le cas d'espèce de ce que je décris un syndicat intercommunal ou une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, souvent les maires estiment que c'est plus leur compétence. Sauf qu'ils oublient que c'est de leur compétence que de vous garantir de la qualité sanitaire au nom du fait qu'ils représentent la France et le préfet sur cette obligation sanitaire. Ensuite, on revient sur, je vous ai dit, du captage jusqu'au rejet dans la nature, c'est le bloc communal. Vous avez donc là, j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, soit des communes qui sont encore en gestion dite municipale, historique. Elles ont, si la loi ne venait pas à changer du fait d'un changement de politique en 2022, certaines communes ont obtenu la possibilité d'une dérogation jusqu'en 2026 parce qu'elles ont préféré conserver la compétence. Et il y a une dérogation dans la nouvelle loi d'organisation territoriale de la République, dit la loi NOTRe, qui date maintenant un petit peu, et qui devait s'appliquer au plus tard le 1er janvier 2020, les compétences d'eau potable, d'assainissement, d'eau de pluie et des milieux aquatiques et milieux naturels sont devenus en agglomération et en métropole obligatoirement du niveau intercommunal, alors qu'en commune, l'Association des maires ruraux de France a obtenu que s'il y avait une majorité pour dire qu'on demande la dérogation pour que ça soit plus tard et pas au 1er janvier 2020, en communauté de communes, il a été possible d'obtenir des prolongations au plus tard jusqu'en 2026. J'attire votre attention sur le fait que l'Avenir en commun, le programme initialement porté par la France Insoumise, est mis à disposition de la stratégie de rassemblement de l'Union populaire, et pour renforcer l'échelon communal et intercommunal, dès lors que c'est une intercommunalité choisie et pas imposée, et que dans ce cadre-là, nous sommes pour favoriser une co-gestion entre les usagers, les élus locaux et les salariés des questions, une co-gestion des questions d'eau potable et d'assainissement. Tout le monde a entendu? Non. Alors, d'habitude, monsieur n'a pas parlé, je dis, bon, il y en a toujours un qui se lève dans la salle pour me dire, mais qu'est-ce qu'il dit lui? Il est en train de me dire que je paye les fuites, ben, je paye ce qui est passé dans mon compteur. Et donc, c'est ce qu'il vient de dire. Et pourquoi vous payez les fuites? Parce que s'ils ont pris 100 gratuitement dans la nature, et qu'il n'y en a que 60 qui sont passés dans votre compteur, mais qu'ils ont décidé que 100 devaient leur rapporter 80 centimes, dans les 60 qui passent dans votre compteur, il y a les 80 centimes qui sont répercutés, les 80 centimes par 100,
qui sont répercutés à l'intérieur de vos 60. C'est en ça que vous avez payé l'eau qui n'a été potabilisée pour rien. Et après, il y en a un autre qui se lève et qui me dit « Oh, bah c'est pas grave, elle est retournée dans la terre. » Mais alors pourquoi on l'a potabilisée, pourquoi on l'a transportée, et pourquoi Veolia et Suez prétendent me faire payer un prix? Parce qu'eux, ils parlent de prix. Moi, je parle de coût depuis tout à l'heure. Ils prétendent me faire payer un prix pour ce qu'ils ont capté gratuitement dans la nature avant de l'avoir transporté. Et donc, ils l'ont quelque part potabilisé, surveillé ou maintenu dans un niveau de qualité utilisable à la sortie, pour rien. Mais moi, je paye, alors que l'eau n'est pas passée dans mon compteur. Donc oui, vous payez malheureusement les fuites. Et là, je vais vous donner des indicateurs simples. Dans votre syndicat, là, ceux qui habitent ici à Bolène, chaque année, votre niveau de fuite, tel qu'il est dans le rapport qu'on m'a fourni, il représente la consommation annuelle de 40 000 habitants. Le niveau des fuites du syndicat auquel Bolène appartient, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de 40 000 habitants. Vous avez 25% de réseau, non, 25% de l'eau captée dans la nature qui ne passe pas dans vos factures. 25%. Ça représente, si j'ai bien calculé, 1 600 000 m3 par an. Et c'est partout pareil? Pourquoi vous dites Bolène? Dans le syndicat, je n'ai pas dit dans la commune de Bolène, dans le syndicat auquel appartient Bolène. Non, ce n'est pas le même cas partout. À Paris, il y a 5% de fuite. À Grenoble, il y a 4% de fuite. Dans un paquet d'endroits, il y a moins de 20% de fuite. 20, c'est normal. 10, c'est bien. 5, c'est parfait, parce que la fuite 0 n'existe pas. Ok? Parce qu'on n'est pas à chaque seconde derrière le tuyau qui est sous terre pour savoir si l'activité de surface a dégradé le tuyau ou si l'âge du tuyau fait qu'il est en train de commencer à fuir ou qu'il a cassé et du coup il a créé une poche mais il y a encore de l'eau qui passe quand même. C'est pas grave, Veolia a mis plus de pression dans le tuyau donc vous vous en rendez pas compte chez vous. D'accord? Jusqu'au jour où ça gratte, ça gratte, ça gratte et paf! Le sol s'effondre. Ah là, il faut réparer. Mais pendant ce temps-là, l'eau elle coule, vous ne le voyez pas. Puisque ça ne s'est pas encore effondré, ou parce que la canalisation n'a pas pété au point de passer à la verticale et de faire un geyser qu'on voit dans la rue ou sur la route départementale. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils mettent plus de pression, vous ouvrez le robinet, vous ne voyez rien. Il n'y a pas de matière en suspension dans l'eau du robinet, elle n'a pas un sale goût, etc., etc. Bon, ça continue, ni vu ni connu. Et c'est comme ça que vous arrivez à perdre l'équivalent dans un syndicat, énorme syndicat comme le vôtre, l'équivalent de 40 000 habitants en consommation annuelle, parce que en fait, il suffirait d'acheter des corrélateurs acoustiques, ils appellent ça des oreilles de Mickey dans le métier, et ils vont écouter les tuyaux, ils regardent et ils font des comptages entre deux interconnexions, et puis ils regardent les endroits les plus fuyards, et on fait quoi? On fait 1,2% de renouvellement d'entretien, renouvellement de tuyaux chaque année. 1,2%. C'est rien. Et vous serez plus vertueux. Pourquoi 1,2? Parce que le tuyau en faux, il a une durée de vie de 80 ans. Et les opérateurs privés ou les élus qui ne veulent pas se mobiliser pour vérifier, non pas qu'on leur a fait un audit de 5% des tuyaux chaque année pour leur sortir la statistique et dire, vous voyez, votre réseau est en pas si mauvais état, nous avons audité 5% des tuyaux. Si les élus voulaient bien investir dans 2 corrélateurs acoustiques qui coûtent 8 000 balles et envoyer des agents pour faire le boulot, ils trouveraient les 10 fuites prioritaires qui permettraient en 2 ou 3 ans maximum de diviser par 2 le nombre de fuites. Celui qui vous le dit, il l'a fait lui-même et fait faire à d'autres collectivités depuis ces 15 dernières années. C'est à tous les coups pareil. Donc l'investissement, puis la planification, osez le mot, chaque année, de mettre dans un budget l'équivalent en euros pour changer 1,2% des tuyaux et en commençant par les endroits les plus fuyards, vous devez exiger de vos élus et de vos opérateurs la transparence sur le fait que c'est effectivement fait. Parce que quand ils ne renouvellent que 0,3 ou 0,5% des tuyaux chaque année, ça veut dire qu'ils considèrent que les tuyaux ont une durée de vie de 200 ans ou de 400 ans. Et ça, c'est pas vrai.
Parce que la meilleure fonte française ne peut pas tenir plus de 100 ans. Ok? Et les fontes grises du début du XXe siècle, elles sont à bout de souffle. Et avec les camions qu'on leur a mis sur le dos, elles ne peuvent pas être en bon état. Donc il faut arrêter de nous raconter des salades. Si vous êtes un élu à la tête d'une autorité organisatrice qui ne fait pas 1,2% de renouvellement des tuyaux, vous transmettrez aux générations futures plus de fuites que celles que vous avez trouvées en prenant vos fonctions. C'est automatique. Donc il faut exiger le renouvellement de 1,2 minimum par an. Et quand c'est moins, il y a mauvaise gestion. Donc ceux qui, au nom de la bonne gestion, ont choisi Veolia, vous avez le droit de les mettre à l'index. Vous êtes, vous, dans le camp des bons gestionnaires des deniers publics qu'on vous confie. Ne vous laissez pas enfoncer par ceux qui pensent ou qui disent qu'ils gèrent bien parce qu'ils ont choisi un opérateur performant. Quel opérateur performant? Ceux qui travaillent dans les régies publiques sortent des mêmes écoles que ceux qui travaillent à Veolia et Suez dans les métiers indispensables à la bonne marche. C'est quoi cette histoire? Il y a de la compétence de partout. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, les professionnels de Veolia ne sont pas en cause. C'est les métiers superflus qui ne servent à rien à la bonne gestion du service qui sont en cause. Donc, voilà, moi j'essaierai aussi de vous dire un commun de l'humanité. Non seulement il y a des échéances électorales pour le mettre au niveau qu'il se doit, c'est-à-dire dans la Constitution demain d'une 6e République, comme un droit de l'humanité, mais tout de suite maintenant, et tout au long des combats que vous avez devant vous en tant qu'usager, vous avez, je l'espère, trouvé par cette implication que vous avez accepté d'avoir en jouant le jeu, puis parce que j'ai essayé, par ce temps certes un peu long, de vous transmettre des arguments de bon sens, des arguments pratiques, des arguments simples, pour que vous soyez du côté de l'intérêt général et que les châtelains municipaux qui prétendent bien gérer soient du côté des idéologues qui sont au service de la doxa libérale, pendant que vous êtes sur l'intérêt public et pas des bolcheviks échevelés comme ils aimeraient pouvoir vous qualifier matin, midi et soir pour dire que vous êtes des archaïques. Non, vous êtes du côté de la bonne gestion des deniers publics que l'on vous confie. Merci de votre attention.